Bon allez, on peut attaquer? Je crois qu'Eric, tu avais préparé un petit truc pour commencer? Exactement, exactement. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Comme vous le savez, aujourd'hui on est 3 février et le 3 février, c'est pas une date commune. C'était le 15e jour du mois de Pluviose dans le calendrier républicain. C'était aussi nommé, pour votre culture générale, le jour de la vache. Ouais, je sais ce que vous pensez, pas de marketing à l'époque. Après, pour votre culture générale et d'un point de vue historique, c'est en 1112 que ce sacré déconneur de Raymond Béranger III de Barcelone passait la bague à 12 de Gévaudan après des mois et des mois de drague un peu lourde. Bien wesh frérot, t'as rien lâché. 7 mouflés au final, 7 mouflés, comme quoi ça valait le coup d'être persévérant. Si on continue dans cette dynamique, en 1509, la victoire navale de Diu donne la maîtrise de l'océan Indien aux Portugais. Dans les grandes victoires, en 1999, on peut célébrer la sortie du chef-d'œuvre du 7e art, Astérix et Obélix contre César de Claude Zidi. Eh ouais, c'est une date canon, on vous avait prévenu. Dans la partie carnet rose, c'est aussi le jour de naissance de Gideon Mantel, obstétricien, géologue et paléontologue britannique. Comme quoi les passions, ça ne se commande pas. On peut aussi citer en vrac quelques figures légendaires que je n'ai pas besoin de plus d'écrire, qui vous parleront sans doute comme Horace Greeley, Hugo Junkers, Karl Theodor Dreyer, George Adamson et Lucien Cordier, pour n'en citer que quelques-uns. Et bon anniversaire les gars. Évidemment, avec tout ce contexte, il nous semblait donc évident avec Axel que le 3 février, c'était la date idéale pour lancer les hot shots, nos rendez-vous Twitch sur le design. Alors, qui dit lancement implique forcément qu'il y aura des ratés. Soyez rassurés, il y en aura. D'ailleurs, on n'a pas de jingle pour commencer. Et on essaiera d'être moins bouché que les tunnels d'Elon Musk ou moins éclaté que son business plan pour Twitter. Si tout se passe bien, peut-être qu'on deviendra les McFly et Carlito du design game. Et peut-être qu'on finira invité à l'Elysée. Hein, qui sait. Enfin, je m'égare du Nord. Pour limiter la casse et quand même avoir du contenu intéressant à vous proposer, nous avons la chance ou l'inconscience, la sienne, d'inviter Vanessa Guillotot, Head of Product Design chez Canal+ Group. Applause. Allez, dans les commentaires, faut applaudir. Oh. Pour ceux et celles qui n'ont pas la chance de connaître Vanessa, voici quelques faits qui pourraient figurer sur sa fiche Wikipédia. Vanessa est née au XXe siècle. Et si on explore son LinkedIn, on constate qu'elle est abonnée à des choses extrêmement surprenantes pour un designer, comme Nielsen Norman Group, Figma, IDEO Bizarrement. et Design System France. Très, très surprenant. Alors Original. Vanessa, dans l'historique, elle a touché un peu à tout, parce qu'elle n'a pas seulement été designer, elle était aussi webmaster et développeur. Elle a travaillé en agence, Full Six notamment, et chez l'annonceur. Alors tu m'interromps, Vanessa, si je dis des bêtises, mais alors plus surprenant, tu as aussi travaillé à l'office du tourisme de La Roche-sur-Yon. Alors du coup, la question qu'on se posait, c'est: tu penses qu'il vaut mieux visiter le centre Beautour ou le musée municipal? Oh punaise! Oh la question piège. Si certains savent pas quoi faire ce week-end. Exactement, on vous conseille La Roche-sur-Yon, n'hésitez pas à envoyer un petit message à Vanessa, elle saura vous guider sur les trucs intéressants à voir. Et plus récemment, elle est venue apporter son expertise chez Tiga et finalement Canal+ depuis novembre 2020. Alors, la première question sérieuse qu'on a envie de te poser, c'est comment ce parcours s'est-il constitué? Est-ce que c'était des choix raisonnés? Est-ce que c'était du hasard, des rencontres? Dis-nous-en un peu plus. Bah, déjà, bonjour à tous. C'est pas mal de commencer par un petit bonjour. Je voulais juste faire un petit aparté juste avant de répondre à ta question et juste prévenir, l'auditoire aujourd'hui que ce ne sera pas ma voix normale qui va parler aujourd'hui, mais bien Jean-Michel Bronchite. Donc comme tout un chacun, vous le savez, on est souvent un petit peu faible en ce moment et donc voilà, je tenais à m'excuser si des petites quintes de toux venaient interrompre mon discours, très solennel. Merci aussi du coup, à tous les 2 de m'accueillir aujourd'hui. C'est super cool pour parler de ce thème qui me tient vraiment à cœur, qui est l'empathie, le management donc franchement, je suis ravie d'être là. Éric, pour répondre à ta question du coup, est-ce que c'était volontaire? Absolument pas. J'ai un parcours qui, comme ça, c'est vrai que pour ceux qui le découvrent, qui paraît un peu atypique. Mais en fait, je pense que l'atypisme, c'est un peu l'histoire de ma vie. Du coup, clairement, j'ai fait, des études principalement, du coup dans le multimédia, hein, parce que bon, à l'époque, on ne parlait encore pas des termes, qui sont utilisés aujourd'hui, donc ça remonte à plus de 20 ans, donc non, pour moi, mon kiff, c'était à l'époque, vraiment, la tech, développer, des sites web, c'est vraiment ce que je kiffais faire. J'adorais faire, du HTML, CSS et tout ça et donc du coup, c'est pour ça que j'ai passé 8 ans, en tant que dev front-end, enfin, pour pas dire webmaster, du coup, à faire des sites internet, à gauche et à droite et puis, je suis, montée, en région parisienne, du coup, en 2007
pas dire de bêtises. À la Je suis arrivée capitale, chez de Mythique. La Roche-sur-Yon à la capitale. Beh, de La Roche-sur-Yon à la capitale, non, non, même pas. J'étais passée par Rennes entre-temps quand même. Je fais un petit peu le tour, du Grand Ouest et l'idée c'est que, je suis arrivée, du coup à Paris et donc en tant que dev, je suis arrivée chez Mythique, donc site de rencontre, très, très, connu bien évidemment et j'étais dev là-bas et dev front et en fait, pour la petite anecdote, j'ai passé 1 an là-bas et j'ai passé 1 an à me prendre la tête avec le marketing qui tous les jours venait me voir et me demandait de développer des modèles économiques qui étaient juste complètement insensés pour, les abonnés et je trouvais ça, pas très correct. J'ai, des petites valeurs personnelles qui ont été un peu heurtées et du coup, j'ai commencé à m'interroger, sur, mais en fait, c'est quoi de se mettre dans la peau finalement d'un utilisateur? Et qu'est-ce que moi, si j'étais abonnée à Mythique, qu'est-ce que j'aimerais en fait qu'on me propose comme service? Et donc, finalement, je commençais déjà à m'interroger sur de la user research et c'était qu'en 2008. On n'en parlait pas du tout encore. En fait, j'ai, quitté Mythique, hein, j'ai intégré une SS2I, agence, qui s'appelait Novedia à l'époque, qui n'existe plus aujourd'hui. Sur les 7 années où je suis restée là-bas, beh, en fait, petit à petit, de façon autodidacte et toute seule, en fait, je me suis mise, au métier, qu'on appelle, l'UX ou product aujourd'hui. J'ai commencé à acquérir par moi-même des petites compétences en user research, en design, en UX, du coup et tout ça faisant, avec les années, mon expérience et les changements du coup d'environnement, j'ai construit, ma carrière pour, être aujourd'hui, head of design de Canal. Donc D'accord, pas de traces, vraiment juste, l'inspiration et l'envie, très d'évoluer. clair. Puisqu'on parle travail, c'était quoi tes boulots d'été quand tu étais étudiante? Vous avez vraiment envie de savoir? Ah ouais, grave. J'en ai eu 2 majeurs, hein, dont un, c'est donc comme, certains le savent peut-être, mais je suis originaire de Vendée et en Vendée, il y a 2 choses, très importantes. Il y a, l'agroalimentaire et il y a le Puy du Fou Ça nous et donne des donc du indices. coup, je vous laisse deviner lesquels jobs d'été j'ai pu faire, mais très rapidement, vite fait, creuser des foies de canard, sur des chaînes, à l'usine, du coup pour, le foie gras ou alors, travailler à la secrétariat de la restauration du Puy du Fou et vendre des calipots, citron, orange et cola, dans le stadium gallo-romain. T'as déjà rencontré Philippe Bravo. de Villiers alors? Dis-nous, raconte-nous à Ouais, des j'ai eu potins. l'occasion de le rencontrer, mais dans un Incroyable. autre contexte. En plus, j'ai fait une présentation Ah, devant une assemblée générale, juste avant de prendre la parole devant Philippe de Villiers, ouais. Donc, Ah la star, star. ah bah, écoute. Ah, du coup, avant de clore ce chapitre LinkedIn et de partir sur la thématique, d'aujourd'hui, le management par l'empathie, j'ai aussi vu en te stalkant sur LinkedIn que tu étais abonné à des pages comme The Female Lead ou Women First. Du coup, j'avais envie de te poser la question, est-ce que selon toi, c'est plus difficile d'être une femme dans le secteur du design et du digital? Plus difficile, je pense pas. Je dirais peut-être qu'aujourd'hui, enfin, du coup, en 2023, je pense qu'aujourd'hui, j'ai pas de chiffre en tête, hein, je vous balance ça comme ça. Je pense qu'il y a une assez enfin, je pense que c'est assez égalitaire entre les postes à responsabilité dans le design pour les hommes et pour les femmes. Donc je pense pas que ça soit plus difficile pour une femme d'atteindre du coup, un poste à responsabilité et être visible. En revanche, si on élève le débat au sein d'une organisation sur, des postes peut-être, plus VP, donc qui touchent au COMEX, des choses comme ça, à responsabilité, je pense qu'encore les femmes sont très sous-représentées par rapport aux hommes. Donc sur des aspects très opérationnels, je pense qu'il y a un équilibre assez naturel qui se fait et je pense pas qu'il y ait de sujet. En revanche, ouais, quand on atteint des postes, vraiment, liés au design, hein, bien évidemment ou au digital, ouais. qui sont très haut placés au niveau du COMEX, je pense qu'on est encore très, très loin d'une équité, quoi, totale. Et pour venir du monde de la tech, hein, j'ai envie de dire que c'est presque, beaucoup plus simple aujourd'hui que je suis dans le digital et dans le design que ça n'était quand j'étais dans la tech. OK. Parce que dans la tech, franchement, enfin et je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, hein, très, très peu de femmes et encore moins de femmes sur des postes haut placés, quoi. On a voulu, t'avoir aujourd'hui sur le sujet du management par l'empathie. Mmh. Peut-être que ce qu'on peut faire avant de revenir sur la notion de management empathie et la terminologie empathie, c'est peut-être faire une toute petite parenthèse sur management. Si tu Ouais. peux nous parler un petit peu de ton équipe aujourd'hui, combien de personnes tu as, sur quoi vous intervenez, comment vous êtes organisés, et cetera? Ouais, très rapidement aujourd'hui, donc j'ai, 14 personnes dans mon équipe, donc chez Canal+. Sur 14 personnes, j'ai, donc 10 internes et 4 prestataires. En termes de typologie de profil, j'ai, 10 product designers aujourd'hui. J'ai un design ops, une UX writer, un motion designer et un profil un petit peu atypique. J'ai un UX engineer aussi, c'est-à-dire que c'est un profil purement technique, un senior, un développeur senior et qui est en charge de développer les composants et de faire le pont entre le design et la tech pour, côté design system.
En parlant du design system, du coup, mon équipe, elle a organisé finalement 2 sous-équipes. La première, donc c'est, l'équipe principale qui est en charge donc de tout le run sur le produit MyCanal, qui est donc la plateforme de vote donc du groupe Canal+, et donc c'est de cette plateforme dont je suis responsable aujourd'hui, de l'expérience design. Donc, la majorité de l'équipe, bien évidemment, travaille donc sur, au quotidien sur le run, donc à travers des squads, donc des squads qui comprennent des, product managers, bien évidemment, product designers, quelquefois aussi des user researchers, data analysts et donc l'UX writer qui est transverse. Et j'ai une deuxième sous-équipe qui est ce que j'appelle la Core Team Design System, qui est composée d'un design ops, de 2 designers et d'un l'UX engineer. Et aujourd'hui, ils sont en charge de concevoir, déployer, du coup, l'ensemble des composants, inhérents, au design system, MyCanal. Et tu mets quoi comme définition sur management par empathie? Alors le management par empathie, c'est un petit peu, un truc qui me tient énormément à cœur parce qu'en fait, le management par l'empathie, c'est quelque chose qui me représente moi déjà personnellement, entièrement. Pour donner une définition concrète, pour moi déjà, manager par l'empathie, c'est, être, à l'écoute, en continu de son équipe. C'est-à-dire, c'est prendre, continuellement le pouls auprès de l'équipe pour savoir, ça va pas et pouvoir éventuellement adapter du coup son mode management, ses actions, ses moyens, tout ça, en fonction de ça. Après, un des éléments qui est pour moi primordial dans une relation de management par empathie, c'est, cette notion de relation de confiance. Créer la confiance en fait entre les managers et le manager, c'est primordial. C'est-à-dire qu'il y a une vraie écoute. Au-delà de ça, ça veut dire que vous êtes à même de partager votre projet, votre vision et d'embarquer les gens avec vous. Parce qu'être manager d'une équipe, c'est pas de se dire, on est, pilote d'un bateau, enfin, on est seul maître à bord et on avance et les autres suivent. Ah bah non. En fait, un bateau pour qu'il avance, il faut que ça soit une équipe en fait, hein. Il faut que ça soit un équipage, du coup qui le fasse avancer. Donc créer cette confiance, elle est primordiale. Ensuite, j'ai aussi la notion, par l'empathie, c'est la notion de faire grandir. C'est-à-dire que pour moi, être manager, dans l'empathie, c'est aussi m'assurer que mon équipe, enfin que chaque membre de l'équipe grandisse, évolue du coup et s'épanouisse finalement dans ce parcours-là. Donc il y a une vraie notion qui accompagne le career path en fait, qui est pour moi, primordiale, quand on parle d'empathie ou en tout cas quand on parle, d'accompagnement de ce type-là. C'est-à-dire qu'il faut être, un acteur majeur dans l'accompagnement au quotidien de son équipe pour que chacun puisse évoluer. Et j'aurais un dernier point, c'est aussi, la notion de feedback, en fait. On en parle tout le temps, faut du feedback, mais en tant que manager, avoir du feedback, c'est juste essentiel et donc le feedback, en fait, pour moi, il va dans les 2 sens. C'est-à-dire que, j'attends autant, d'un manager dans l'empathie qu'il donne du feedback à ses équipes, mais j'attends aussi d'un manager qui soit prêt à recevoir le feedback de son équipe. Parce qu'un manager, en fait, il est là pour faire grandir l'équipe, mais il est là aussi pour grandir en tant que manager et donc on ne grandit pas en tant que manager si on n'est pas à l'écoute de ce que nous dit l'équipe. Et ça passe souvent pour moi par quand ça va pas, faut savoir le dire. Alors évidemment, avec la forme et tout ça, mais aussi quand ça va super bien, il faut savoir féliciter. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, je pense que c'est encore compliqué. Il y a une question d'Indy là sur le risque de tomber dans le management par l'affect avec ce type de management. Qu'est-ce que tu mets en place justement pour limiter, cet affect, ramener de l'objectivité ou en tout cas de pas Des rentrer dans ces travers? KPI, plein de Ah, KPI. non, je déteste ce terme de KPI. Sur la Non. productivité? Non, en fait, par l'affect, c'est difficile, je pense, quand on est, dans l'empathie, de ne pas, de faire un clivage total entre l'affect et l'accompagnement. Forcément, il y a un moment donné, ça déborde. Après, à nous, entre guillemets, de savoir mettre, des limites. Mais pour moi, en fait, j'arrive à contourner, le truc en essayant toujours de me projeter sur, OK, qu'est-ce qui va faire que mon manager va se sentir à l'aise dans cette relation? Et pour moi, ça passe par le projeter lui individuellement sur un parcours d'évolution. Pour moi, l'affect, je j'arriverai jamais à entre guillemets à l'exclure complètement. Mais c'est ce qui peut-être aussi me rend très humaine et qui fait que je suis aujourd'hui en capacité de pouvoir entre guillemets, porter ce type de management et l'assumer surtout au sein de mon organisation. Donc je pense pas qu'il faille l'exclure, mais en effet, mettre les limites, c'est pas toujours facile. Je parlais un petit peu en rigolant justement des KPI, mais cette période de l'année, on est beaucoup sur les objectifs et d'équipe individuelle et Ouais. cetera, où il peut y avoir beaucoup de on dit que dans les objectifs, il faut savoir, quantifier et cetera. C'est quoi tes leviers pour réussir à allier les 2 mondes?
Alors, moi, j'ai, une approche assez simple, c'est-à-dire que pour moi, comme je vous l'ai dit, c'est hyper important que chacun évolue, qu'il ait une vraie visibilité d'évolution, d'épanouissement. C'est-à-dire que j'applique en fait, des objectifs à l'année qui sont vraiment individuels. C'est-à-dire que je m'assure que les compétences et toutes les qualités que, chacun de mes managers a, en fait, ils puissent encore les développer ou au contraire même s'ouvrir à des nouvelles compétences ou qualités qu'il n'a pas. Donc je m'assure à ce que la majorité, entre guillemets, des objectifs que je définis soient dans cette dynamique de faire grandir ou de faire évoluer. Parce que c'est vrai que malheureusement, on n'a pas toujours les moyens de faire évoluer, en termes de poste ou en termes de REM ou en termes Ouais, de bien sûr, ouais. donc je le projette, en tout cas, sur quelque chose sur lequel lui, il va vouloir enfin, il va avoir envie, quoi, d'aller. Mais bien évidemment, je le corrèle aussi par rapport aux attentes de l'organisation, par rapport au développement même de l'équipe et je m'assure que les objectifs que je fixe individuellement couvrent quand même en partie, cette évolution qui est attendue aussi de ma part en tant que responsable du design, quoi. Mais je mets pas de KPI. Je donne des objectifs, donc qui sont quantifiés quand c'est des choses qui sont produites ou voilà, mais je mets pas de KPI en tant que tel. C'est pour ça que, pour m'assurer que les objectifs sont atteints et à quel niveau ils sont atteints, j'ai aussi un management de proximité. C'est-à-dire que très régulièrement, tous les 15 jours, j'ai des one to one, du coup, avec chaque membre, du coup, de l'équipe. Donc c'est une demi heure de one to one. On peut se dire ce qu'on veut. On peut parler du pro, du perso, on n'a rien à se dire: «Eh ben, on annule». Mais au moins tous ces points réguliers font que je suis sûre de voir au moins une vingtaine de fois les gens dans l'année, juste entre nous et du coup, je pose des questions aussi et je fais le follow-up nécessaire pour m'assurer qu'en fin d'année ou en début d'année, ça dépend, quand je fais les annual review, et ben, que j'ai toutes les clés en main pour pouvoir évaluer le taux d'atteinte des objectifs. Et comment tu fais aujourd'hui? Tu as 14 personnes. Tu as pas mal travaillé sur les notions de justement scaler, l'équipe par rapport au fait de garder l'empathie au cœur de ce système. Comment Ouais. tu fais justement pour gérer ça une fois que tu as un nombre de personnes qui augmente, quoi? Moi aujourd'hui, quand je vous ai parlé de l'équipe et des product managers, donc je vous ai dit j'ai une dizaine de product managers aujourd'hui. Parmi ces 10 product managers, j'ai 2 lead design. Aujourd'hui, je m'appuie énormément sur mes leads. OK. Avec une équipe de 14 personnes, on va pas se mentir, c'est impossible de Bah, ouais, suivre ouais. le run au quotidien, de tout ça. Donc j'ai 2 super leads qui, gèrent, donc on va dire 8 product managers parce que, du coup, il y en a 8, product designers, pardon, parce qu'il y en a 2 qui sont dédiés donc au design system. Mais aujourd'hui, j'ai, donc 2 leads qui, s'assurent au quotidien, donc qui couvrent déjà l'ensemble des périmètres et des squads du produit, Meccanal et qui s'assure, du coup, au quotidien que, les projets, qui sont initiés par, le business, tout ça, soient bien staffés, qui s'assure de la qualité des livrables, qui s'assure aussi, du bon rendu dans les timings. Donc en fait, tous les aspects purement opérationnels du quotidien du design, ils sont portés et OK. avec, une très grosse qualité par mes 2 leads et avec qui j'ai entièrement confiance en qui pardon, j'ai entièrement confiance et je suis juste, trop contente de les avoir, quoi. Par contre, je les libère, je sais même pas si c'est les libérer ou les soulager, mais ils n'ont pas à gérer ce côté managérial parce que j'estime que ça, pour le coup, je me le garde. On peut pas tout demander, du coup, aux leads. Déjà, qu'ils fassent bien ce périmètre-là, c'était juste déjà énorme. Parce que franchement, ils sont incroyables, vous vous rendez si, je pense que vous vous rendez compte parce que vous avez travaillé dans des organisations comme ça, mais des fois, c'est très, très, très compliqué au quotidien et je me dis qu'on ne peut pas tout mélanger. Donc ce qui est purement opérationnel, c'est vraiment les leads qui pilotent ça. Sur, l'aspect plutôt design system que je mets un peu à part, c'est, le design ops qui est en charge de tout ça et c'est important d'avoir quelqu'un aussi qui est un peu mon bras droit et mon relais, sur le design ops parce qu'il fait aussi le lien avec les équipes techniques, ce qui est pas forcément, évident, mais, qui est nécessaire quand on pilote ce sujet-là et après moi, par contre, je me charge véritablement de tout ce qui est stratégie, vision pour le produit, mise en place, définition des méthodos, des process et tout ça, de l'évangélisation aussi interne, auprès de toutes les entités parce que clairement, c'est pas évident aujourd'hui en tant que designer, product designer, de s'inscrire dans un collectif, surtout à l'échelle d'un groupe et je m'occupe purement des aspects managériaux de toute l'équipe. Est-ce que cette vision sur, le management par l'empathie, c'est quelque chose qui est partagé par, le groupe? Ou est-ce que les RH t'accompagnent, par exemple? Est-ce qu'il y a une vision globale? Je serais, incapable de te répondre. Bizarrement chez Canal+, on n'est pas très accompagné, on va dire, par, toute la direction, RH, en fait, sur notre mode de management. Très clairement, alors ça a ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que je suis en pleine autonomie et je fais ce que je veux.
L'inconvénient, c'est que le jour où il se passe un truc, on n'hésitera pas à me le faire savoir mais en revanche, je ne sais pas de quelle façon et je ne sais pas quel l'impact il pourrait y avoir. Donc non, j'ai pas d'intervention RH en tant que telle. En revanche, j'ai un soutien total et une confiance totale de mon manager, donc le CPO, du groupe et ça, c'est essentiel, en fait, du coup, pour pouvoir, comme je disais, assumer ou en tout cas pour pouvoir, mettre en œuvre un management comme celui-là. J'aurais jamais pu le faire si de base, il m'avait pas dit: «Tu carte blanche, sur le truc, quoi» et comme du coup les résultats sont là, que du coup, j'atteins vraiment tout ce sur quoi je me suis engagée, que ça va dans le bon sens, bah, du coup, entre guillemets, «on m'enquiquine pas trop». On me laisse faire. Et tu as des, exemples de choses que tu conseillerais aux autres équipes de mettre en place pour ramener un peu plus d'empathie? Tu parlais, tu vois, au début de construire de la confiance, et Ouais, cetera. Mais concrètement, tu as mis quoi en place? Alors, tu as parlé de ces one to one de manière très régulière, donc de la proximité. Est-ce ouais. qu'il y a d'autres choses que tu as mis, en place, que tu Ouais, pourrais ben, partager, alors, en fait, cette relation de confiance, pour moi, c'est un peu particulier. Ça me touche finalement, même presque limite d'en parler parce que comme je disais, je suis arrivée enfin, comme le disait Eric, je suis arrivée chez Canal en novembre 2020. Je suis arrivée en plein confinement. Autant vous dire que prendre un poste comme ça, en plein confinement, bah, Mmh. c'est pas forcément évident. J'ai mis 7 mois, pour que vous le sachiez quand même, 7 mois pour me rendre sur site pour la première fois et rencontrer mes collègues et mon équipe pour la première fois. 7 mois. Donc autant vous dire qu'il n'a pas fallu que j'attende de les voir pour me dire: «Il serait peut-être temps de créer une relation de confiance». C'était primordial pour moi dès le départ parce que je me suis dit: «Si je rate ça, bah, Ouais, mon passer onboarding à il est côté de quelque chose foutu». d'important, quoi. Mmh. Ah, c'est foutu. Je pourrais pas revenir en arrière. Donc ce que j'ai décidé de faire avant toute chose, avant de mettre quelque action que ce soit en place, j'ai commencé à m'introspecter, mais de dingue et je me suis dit: «OK, ça fait, 5-6 ans, que enfin non, ça fait même un peu plus que ça, que tu fais du management. Tout ce que tu as pu faire et qui était successful jusqu'à présent, comment tu peux le transposer sur du relationnel distanciel?» Et donc j'ai remis toutes mes méthodos de management en question, ou en tout cas sans les remettre en question et les réévaluer entièrement. Je les ai fait évoluer de façon à ce qu'elles se prêtent pleinement, au distanciel et donc j'ai pris énormément de temps au début, du coup, quand j'ai pris mon poste alors il y avait moins de monde aussi, hein. Il y avait 7 Ouais. personnes dans l'équipe, hein, du coup, quand je suis arrivée. Donc après ça s'est construit, mais j'ai pris énormément de temps pour apprendre à connaître les gens, en fait. Donc c'était pas, comme il y avait que 7 personnes à l'époque, moi les one to one, c'était toutes les semaines, hein. Mmh. Et toutes les semaines, je voyais tout le monde, même si certains et j'aurais de toute façon des jugements, c'est sûr, mais même si certains ne le conçoivent pas comme ça, pour moi, j'ai franchi peut-être cette limite de se dire: «OK, je suis pleinement transparente avec les gens». On se partage mutuellement du coup, peut-être des aspects perso de notre vie, qui ont une influence du coup forcément sur le travail, hein. L'idée c'est pas de se raconter sa vie pour se raconter sa life, hein, mais c'est plutôt se dire, «OK, moi aujourd'hui par exemple ce confinement je le vis mal ou ce distanciel je le vis mal et qu'est-ce que ça a pour impact du coup dans mon quotidien de travail?» Pour que je puisse me rendre compte aussi un petit peu de qui j'avais affaire, identifier un petit peu les forces, les faiblesses de chacun pour essayer de voir: «OK, très bien, donc lui il est plutôt comme ça, il sera amené à plutôt vouloir faire ça. Qu'est-ce que par la suite je peux faire?» Du coup, pour m'assurer finalement que, ben, cette, sans parler de confiance, mais au moins que ce lien déjà se crée et une fois que le lien il a été créé et qu'ils ont vu aussi que, bah, je faisais tout pour mettre en œuvre des choses qui allaient les aider, les accompagner dans le temps, bah, en fait, cette relation de confiance, elle s'est créée finalement plutôt naturellement et je suis venue, rajouter un petit peu la cherry on the cake en me disant: «OK, maintenant que la relation de confiance individuelle, elle est créée, comment je peux essayer de créer un espèce de collectif?» Parce qu'il y avait des gens qui étaient là depuis, des années, hein, en 10-15-20 ans même et du coup qui se connaissaient déjà. Mmh. Mais il y a des personnes qui ont intégré l'équipe genre un mois avant le confinement. Donc qui ont quasiment jamais vu personne et je me suis dit: «Mais en fait ces personnes-là, si elles n'ont Ouais, pas de c'est dur, réunion hein. Mmh. c'est violent, enfin, elles seront jamais intégrées. Donc j'ai créé un team meeting mensuel. Donc c'est une demi-journée, par mois où les gens sont déstaffés, ils sont obligés d'être en présentiel, maintenant qu'on peut être en présentiel bien sûr, dans lequel en fait on se partage énormément de sujets. Alors ça peut être de l'opérationnel, ça peut être des sujets d'ouverture, de chakra ou quoi que ce soit. Mais j'ai rajouté une petite, touche aussi, pour, bah, tout simplement, faciliter, cette découverte de chacun et créer cet esprit d'équipe. C'est, ce que j'appelle le newcomer ou le oldcomer. C'est-à-dire que c'est 10 minutes de présentation individuelle où, bah, chacun se présente sous un angle, en fait, plus personnel, et du coup, ça nous a permis de découvrir des passions chez certains ou des choses comme ça. Alors que, dans un cadre purement professionnel, on n'aurait jamais pensé qu'en fait, ça pouvait être, que la personne pouvait être comme ça, tout simplement et tout ça, bah, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas me c'est je suis même fière, en fait, on a une vraie,
un vrai esprit d'équipe et une vraie pure équipe, quoi. Ah, ça fait plaisir à entendre. Bah, ouais, J'ai envie de revenir un peu sur la notion d'empathie parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent un peu flou pour les gens et ouais, chacun a un peu sa propre définition. ouais. Et du coup, j'y vois quand même, une certaine, difficulté entre est-ce que l'empathie, c'est inné? Est-ce qu'on peut y accéder par l'apprentissage? Notamment dans le thème du management par l'empathie. Est-ce que toi, tu as des conseils peut-être à promouvoir à certains qui s'interrogeraient sur, comment mieux prendre en considération, cette définition? Est-ce qu'il y a de la littérature, des formations? Comment on peut l'acquérir? Ou est-ce que tu penses qu'au contraire, c'est très binaire, on l'a ou on l'a pas? Voilà, je voulais revenir sur cette notion-là. C'est une super question. Ah, je sais, merci. Non, mais c'est enfin, merci Eric, heureusement que tu es là. En vrai, je trouve que c'est une super question parce que pour moi, en fait, il y a pas de sujet. L'empathie, c'est accessible à tous. Et pourquoi? Parce qu'en fait, pour moi, j'y adresse 2 notions. Il y a la notion émotionnelle qu'on a évoquée tout à l'heure et ça, c'est intrinsèque à chaque personnalité. Moi, je suis quelqu'un de très émotionnel, très clairement. Trop parfois, qu'on se le dise. Donc du coup, pour moi, l'empathie, c'est naturel. C'est quelque chose qui, pour moi, ça a toujours été là, quoi. C'est ancré. Mais aujourd'hui, quand on parle de design ou qu'on parle même de product design, l'empathie, en fait, naturellement, vous en faites presque sans le savoir. En fait, ça s'appelle la user research. À partir du moment où, en fait, on est dans une démarche, on se dit, on met le user au cœur de la démarche, c'est qu'à un moment donné, vous essayez de vous mettre à la place de cet utilisateur et vous essayez de pourvoir le meilleur service qui va répondre à ses besoins. Bah, l'empathie, c'est ni plus ni moins que ça, en fait. C'est un manager qui adresse l'empathie, c'est tout simplement un manager qui essaye de comprendre qui sont ses équipes et qu'est-ce qu'elles attendent d'elle, enfin du manager ou de la manageuse et qui essaye de mettre en place tous les outils qui vont permettre, de les satisfaire. Donc oui, il y a le côté émotionnel qui ne s'apprend pas, parce que c'est intrinsèque encore une fois à la personnalité, mais le côté mécanique un petit peu de l'empathie qui est de prendre le pouls, comprendre, se mettre à la place d'eux, chacun est capable de le faire. Enfin, je pense. C'était un peu le sens, je pense, de la remarque là de X Nico dans le chat qui demandait si, l'empathie finalement c'était pas prendre le temps d'analyser l'environnement des designers afin de ne pas trop commettre de faux pas. Bah, c'est ça. Mais après, entre la capacité de vouloir le faire et se donner les moyens et nous donner les moyens de le faire, c'est un tout autre débat. Il y a Laurent aussi qui réagissait sur le côté perso. Comment tu peux mettre en place justement de l'empathie sans trop devoir rentrer sur cette notion? On revoit à chaque fois, hein, l'affect, le côté perso, elle est, ouais, fine cette frontière. J'imagine qu'elle génère aussi des difficultés de faire du management par empathie avec des Une dizaine. profils qui ont besoin justement de mettre des barrières un peu plus fortes entre le perso et le pro. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés par rapport à ça? Ou en tout cas, comment tu fais pour t'assurer que l'empathie ne vient pas empiéter du coup sur, du perso, quoi. J'y arrive Ou pas, peut-être qu'il faut, je sais enfin dans ce que tu penses de ton côté? j'y arrive pas. Je sais, je suis consciente qu'il faut que je maintienne une posture managériale. Mais entre en être conscient et être en capacité de le faire parce que ta personnalité n'est pas comme ça, j'avoue qu'aujourd'hui, s'il y avait une chose qu'on pourrait me reprocher et qu'on me reproche, hein, bien évidemment, hein, je vais pas vous mentir, hein, c'est, c'est cette frontière. C'est pour moi, en fait, je pense que faire du management par l'empathie, de ma façon de voir les choses, je pense que c'est très difficile de pouvoir l'entrevoir si on n'est pas capable, entre guillemets, de faire aveu de faiblesse un petit peu sur cette frontière-là. Si on garde stricto sensu de bout en bout cette posture sans laisser cette frontière un peu poreuse, pour moi, on ne fait pas vraiment d'empathie. Enfin, en tout cas, pas un management par l'empathie, pas mais après, encore une fois, à l'écoute pour en débattre. Mais moi, je sais qu'individuellement, aujourd'hui, sans aller trop loin dans le perso, très clairement, ça m'a aidé à créer cette relation de confiance. Comme je disais, si OK. j'avais pas laissé un peu de lâché pardon, un peu de lest au départ là-dessus, en fait, je pense que ça m'aurait pas permis de créer cette relation de confiance. Après, des fois, je me dis: «OK, je suis allée trop loin dans le partage, dans le tu vois, dans le truc». Je regrette, mais c'est trop tard. Puis bon, après, est-ce que ça sert vraiment de regretter tout en sachant qu'il y a pas de conséquences négatives derrière, quoi? Mais le jour où potentiellement, il pourrait y avoir une conséquence négative, ouais, ça Ça serait dans cette direction, quoi. ouais. On s'était donné jusqu'à 30, on va pas tarder à arrêter. Je sais pas s'il reste encore quelques questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Est-ce que toi, avant qu'on ait les dernières questions, ah bah, s'il y a des questions qui Ça arrivent. tombe, ça pluie, ça c'est la pluie là. Et du coup, le Laurent qui réagissait sur ce que tu dis par rapport à la personne managée, si Ouais, cette personne-là n'est pas à l'aise avec le fait, tu vois, de se livrer sur le côté perso ou n'a pas cette même approche, tu vois, cette même personnalité, que toi, le fait que tu l'amènes avec ton management d'empathie dans cette direction, est-ce que c'est pas une forme de non-empathie? Parce que d'une certaine manière,
ça va à l'encontre aussi du coup de sa personnalité à lui et de Bah, ses attentes, quoi. c'est ce que je disais, c'est pour ça que je disais que j'ai vraiment fait le distinguo entre les 2 axes qui étaient, l'empathie par l'émotion et l'empathie par l'écoute et donc du coup, si on Ouais. se sent pas à l'aise d'être dans ce côté émotionnel et partage, bah, pas de problème. Bah, dans ces cas-là, c'est une approche purement, research et mécanique et dans ces cas-là, mais vous êtes quand même dans l'empathie. Parce Mmh. que vous avez pris quand même le temps et vous avez fait l'effort d'essayer d'être à l'écoute des autres pour voir après ce que vous étiez en mesure de Mmh. faire. Mais c'est pas obligatoire, je dis juste que moi, c'est comme ça que je suis Ouais, bien et sûr. que j'arriverai pas à m'en détacher. Non, Mais l'empathie ne se limite pas, à une connaissance perso de la personne, quoi. absolument pas. Mmh. Complètement. On avait une Et question aussi de Florent, mais quand tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure, il faudrait peut-être juste remettre quelques petits points qui s'interrogent sur la valorisation ou l'écoute en interne dans le groupe de ce type de management. Par exemple, au côté tech, dev, marketing ou autres services? Ou est-ce qu'au contraire, tu l'as un petit peu sous-entendu comme ça, c'est chacun sa méthode dans les managers? Alors, c'est chacun sa méthode dans les managers, mais je sais aujourd'hui, du coup, parce que j'ai beaucoup, beaucoup de feedback, très positifs, sur mes différentes prises de parole en interne ou quoi que ce soit et sur ma façon de faire, j'ai des feedbacks très, très positifs, en fait, de plusieurs personnes qui me disaient, «J'aimerais vraiment plutôt que mon manager, il fasse un peu comme toi, quoi, au moins qu'il tente certains trucs». Donc je pense que les échos que certaines entités ont pu avoir, c'est très, très positif et les feedbacks qui me sont faits le sont. En revanche, de là à déployer ce mode de management, j'y crois pas une seconde, hein. Ça restera à l'échelle de mon équipe et si je peux inspirer, tant mieux, mais je ne veux pas chercher non plus à évangéliser, sur cet aspect-là, quoi. Ouais, ça du coup, Florent répond en disant qu'il y a une sorte d'écoute par le bas quand même et c'est ce que ça m'évoquait un peu ce que tu disais. Alors je sais qu'on est un peu court sur le temps, mais en fait, on parle souvent du management, du savoir-être pour le manager, de choses qui comment il doit se comporter. Mais est-ce que ça va dans les 2 sens? Est-ce que aussi les gens, tes managers, si je peux parler comme ça et te gèrent, toi, manager, par empathie aussi? Non, pas forcément et je leur demande pas. Parce que c'est ma façon de manager, mais c'est pas ce que je leur demande en tant que manager, pour le coup. En revanche, je leur demande du feedback et je leur demande de l'honnêteté. Parce que sans ça, ben, voilà. Et je leur demande de respecter les règles parce que du coup, je peux avoir une frontière poreuse et un peu émotionnelle qui me mmh, fait que je mets peut-être pas assez de limites à certains moments. En revanche, quand j'ai émis des limites et que je vois qu'une fois, 2 fois, 3 fois, ça n'a pas été respecté, là, je recadre direct. Je recadre. L'idée c'est franchement, on est dans une relation de respect, donc je leur demanderai pas d'être dans l'empathie. En revanche, je leur demande d'être dans le feedback. OK, merci beaucoup. Alors, on avait dit qu'on voulait faire un format court, donc c'était pour ça qu'on s'est limité à 30 minutes. On a 6 petites minutes de retard. C'est à cause du jingle fait à la bouche, Exactement. en et du démarrage. coup, il faut faire le jingle pour terminer, hein. Bah, Oui, voilà. je vais m'y atteler et merci beaucoup à tous d'être venus pour cette première session. Désolé pour les quelques couacs. Il y en a pas eu trop, mais on essaiera d'en faire plus la prochaine fois. Avant de refermer cette page, Vanessa, je voulais te laisser quand même le dernier mot, la dernière phrase, si tu voulais ajouter quelque chose sur n'importe quel thème. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais nous partager? Ouh là, comme ça là, bah, déjà comme je vous ai dit, encore un grand merci de m'avoir, accueilli aujourd'hui pour ce 1er petit live Twitch. J'avoue que je suis assez reconnaissante et émue un petit peu, de tout ça. C'est quelque chose qui me plaît, surtout pour parler d'un sujet qui me passionne, enfin vous l'aurez compris et ressenti et non pour finir, bah, écoutez, pour ceux que ça intéresse, j'ai sorti un petit article, la semaine dernière sur LinkedIn sur, scaler le design, mettre l'humain, au cœur du système. Ça parle de scale, ça parle d'empathie, ça parle de tout ce que j'ai mis en place du coup chez Canal depuis 2 ans pour scaler le design. Donc bonne lecture à tous si ça vous dit et puis sinon, ben, à très bientôt j'espère en tout cas pour des super bons lives. Merci Et encore Vanessa, Vanessa. Merci à tous. Merci à tous. Toudoudou, allez, jingle de fin. Au revoir.